Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. L'hypnose, on reste encore quand même éveillé, parce qu'il surprend parfois un certain nombre de personnes. Tu parlais des idées reçues. Il y a certaines personnes qui me disent « Ah ouais, j'avais la sensation d'être toujours éveillé ». Et en même temps, il se passait pas mal de choses à l'intérieur de moi de différents, d'un état normal, classique. Vous avez du mal à retrouver le sommeil ? Vous tournez en rond avec une peur qui vous bloque ? Vous souhaitez mieux communiquer, mieux gérer vos émotions ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Laetitia Léonard, je suis spécialiste en thérapie brève et dans ma boîte à outils, j'utilise le MDR, l'hypnose ou encore les fleurs de Pâques, la PNL et aussi le mouvement et le son. Dans ce podcast depuis 2020, avec Secrets de Polichinelle, je vous propose des outils, des conseils pratiques, des interviews de praticiens du bien-être et des témoignages d'expérience pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Et si vous voulez prolonger cette dose de motivation et de bonne humeur, je vous envoie chaque mois une newsletter avec encore plus de ressources. Si vous avez envie de venir au cabinet, à Paris ou en visio, ou de vous inscrire à la newsletter, je vous mets le lien en description. Et puis je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter ce podcast. Vos partages sont importants pour le faire connaître. Bonne écoute! Bonjour Laurie. Bonjour Laetitia. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Merci pour l'invitation, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir de te retrouver également. Alors ce semestre, vous le savez, le sujet phare, c'est un sujet qui nous concerne un peu tous et toutes, le sommeil. Vous vous réveillez parfois en pleine nuit, le cœur qui bat, impossible de vous rendormir, ou peut-être que vous redoutez l'heure du coucher parce que vous savez déjà que vous allez tourner en rond dans votre lit pendant des heures. Et si votre inconscient avait la clé, aujourd'hui nous allons plonger dans les coulisses de l'hypnose appliquée au sommeil avec Laurie, qui est hypnothérapeute également comme moi. Et nous allons bien sûr parler ensemble peut-être de quelques idées reçues aussi sur l'hypnose et puis vous proposer des clés pour peut-être apaiser vos nuits alors que vous soyez curieux, sceptique ou déjà convaincu. Cet épisode changera peut-être votre regard sur votre sommeil et peut-être vos nuits dès ce soir. Alors bonjour Laurie, quel est ton lien avec l'hypnose et le sommeil ? Comment est-ce que les deux s'articulent pour toi? Parce que finalement, les gens s'interrogent souvent sur cet état d'hypnose. Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots. Quel est son point commun avec le sommeil? Parce que les gens pensent parfois qu'en hypnose, ils peuvent s'endormir. Est-ce qu'ils sont vraiment en veille? Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font? L'état d'hypnose, il a cette capacité à favoriser l'activation du système parasympathique. Donc c'est un état qui permet justement le repos, le ralentissement des ondes cérébrales. Ça permet aussi de pouvoir retrouver une forme de sécurité intérieure. Et donc on retrouve des liens entre l'hypnose et le sommeil, où certaines personnes sentent qu'il y a un état qui est proche, mais c'est pas tout à fait quand même la même chose. L'hypnose, on reste encore quand même éveillé, parce qu'il surprend parfois un certain nombre de personnes. Tu parlais des idées reçues. Il y a certaines personnes qui me disent « Ah ouais, j'avais la sensation d'être toujours éveillé ». Et en même temps, il se passait pas mal de choses à l'intérieur de moi de différents, d'un état normal, classique. Très bien. Et qu'est-ce que tu réponds justement? Oui, parfois tu as des personnes qui te disent j'ai eu l'impression de me souvenir de tout entendre, donc ça n'a pas marché. Ça, de temps en temps, là, c'est comme finalement assez rare, parce que les personnes se rendent compte qu'il y a aussi un autre état qui est présent. Il y a des choses qu'elles sont en train de vivre, qu'elles vivent pas dans un état ordinaire classique. Comme par exemple, elles vont sentir que leur corps est super lourd, une lourdeur qui est pas classique dans un état normal. Que par exemple, il y a l'imaginaire qui s'active pas mal, qu'il y a vraiment des sensations très différentes qui sont présentes au niveau du corps. Et donc, c'est en faisant remarquer aussi qu'il y a tout ça en fait qui s'active dans cet état-là, et que justement, elles sont pas forcément dans le même état à la sortie de l'hypnose qu'au début quand elles sont rentrées, de voir un peu cette différence entre les deux, qui montre qu'il y a des choses qui sont passées entre deux. Tout à fait. Notamment une forme de détente, une tête qui peut être un peu plus lourde, voir qui penche. Voilà, il peut se passer des choses que eux-mêmes se disent mais que se passe-t-il? Et c'est justement ça aussi un peu l'hypnose. Et puis tout de suite pour un peu combattre les idées reçues, les principales qu'on entend souvent. Bien évidemment, les gens parfois ont entendu parler de l'hypnose via l'hypnose de spectacle et se disent mais vous allez me faire des trucs que j'ai pas envie de faire, je vais perdre le contrôle.
Moi, j'ai tendance justement à différencier dès le début la différence avec l'hypnose de spectacle, en disant que là déjà, on va travailler sur des choses qui sont quand même intimes, précieuses. On vient toucher des choses de l'ordre de la personne dans ses émotions, dans ses ressentis, dans ce qui se passe pour elle. Donc, je dis toujours que c'est un travail d'équipe et ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est un travail qu'on fait ensemble, à deux, et que à tout moment, en fait, c'est avec elle que je travaille, à son rythme, avec ce qui est OK pour elle, avec ce qui ne l'est pas aussi, parce que ça peut arriver qu'on ne le soit pas. Et en fait, première chose vraiment importante, il y a le respect de la personne. Ce qui, en général, a tendance à désamorcer pas mal de choses pour les personnes, de savoir que on est dans l'écoute. On n'est pas là juste pour amuser la galerie et faire du divertissement, contrairement justement à l'hypnose de spectacle. Et donc, de pouvoir aller ensemble tester, expérimenter des choses, voir ce qui lui convient. S'il y a des choses qui lui conviennent moins, qu'elle ait vraiment la possibilité de pouvoir en parler. Enfin, c'est ouvert, enfin, c'est libre. C'est l'idée de justement que ça puisse être un espace où la personne soit respectée dans sa totalité. Exactement. Et puis, comme au cinéma, quand on est concentré sur le film et qu'on fait un peu moins attention au siège, l'hypnose, c'est aussi ça. Pour autant, si on n'aime pas le film qu'on est en train de regarder, on va être tout à fait capable de se lever de son siège et de sortir de la salle. Exactement. Il y a vraiment cette liberté. En fait, ça suit finalement ce qu'on a envie. C'est la volonté, elle est toujours respectée aussi dans cet état-là. Alors, en quoi l'hypnose peut être bénéfique pour des personnes qui ont des problèmes de sommeil? Sur pas mal d'aspects. Après, ça va dépendre. Déjà, la première chose qu'on évalue, c'est les causes potentielles en fait aussi des difficultés de sommeil. Première chose quand même à écarter, c'est quand même de vérifier s'il n'y a pas les médicaments ou des raisons médicales qui là peuvent aussi avoir une influence sur le sommeil. Donc ça, c'est Très important, ouais. Parce qu'il y a parfois des personnes qui ne savent pas qu'elles font de l'apnée du sommeil, par exemple. Ça, c'est exactement. important de pouvoir exclure ces cas-là. Ouais, donc c'est important d'aller vérifier ça auprès d'un médecin. Ça te va aller faire le check à ce niveau-là, parce que des fois, on peut avoir aussi des surprises à ce niveau-là. Il y a aussi des médicaments qui ont des effets secondaires sur le sommeil, par exemple. Oui. Donc parfois on s'en rend pas compte non plus. Donc c'est important d'aller vérifier tout ça auprès d'un médecin. Et après, il y a l'évaluation de qu'est-ce que ça peut être. On peut se retrouver avec des personnes qui ont du stress, de l'anxiété. Ça peut être lié à certains événements de vie. Je sais pas, ça peut être une rupture amoureuse, un licenciement, un déménagement, des choses qui peuvent créer des ruminations mentales, la charge mentale pour certaines personnes aussi. Parfois, il y a aussi une déconnexion avec son corps. On a des cycles naturels du corps qui nous prévient aussi des moments d'endormissement. Et si on n'est plus trop à l'écoute de son corps et de ces moments-là, on peut passer à côté. Il peut y avoir, actuellement, on a pas mal d'hyperconnexion, les écrans, les réseaux sociaux. Ça va être ma question suivante. Pourquoi, selon toi, le sommeil est devenu si fragile aujourd'hui? Bon, on a déjà des éléments de réponse. Effectivement, l'effet des écrans, le stress de nos vies modernes, Complètement. la charge mentale, suivant les phases de vie aussi, que ce soit des jeunes mamans, que ce soit des changements de poste, des déménagements, enfin des deuils, des ruptures qui peuvent être aussi des sources de stress supplémentaires. Complètement. Tout ça, en plus, ça a tendance à parfois maintenir une sorte un peu de système d'alerte, de vigilance, d'hypervigilance, qui fait qu'aussi, parfois, il y a des personnes qui ont des difficultés à s'endormir parce qu'il y a l'impression de soit de perte de contrôle, qui est souvent inconscient, hein, dans l'idée de, tiens, si je m'endors, je vais perdre un peu le contrôle, ou ça va être vécu comme un moment qui peut être risqué. S'il y a eu des situations de vie aussi où le sommeil n'était pas toujours possible à certains moments, parfois on a les expériences passées qui ont tendance aussi à venir perturber les expériences présentes du sommeil. Donc parfois on peut travailler aussi justement en hypnose sur des choses qui sont reliées à ce qu'on a pu vivre par le passé. Et parfois aussi il y a des croyances aussi qui peuvent être limitantes sur le sommeil. De se dire tiens, mais en fait, j'ai pas dormi par le passé, donc je vais pas dormir encore ce soir, demain. C'est un cycle infernal. Et donc il y a une sorte d'anticipation négative qui se met sur le sommeil. Et donc ça crée tiens, le moment où je vais me coucher, du stress, de l'angoisse, parce que on se dit tiens, je l'ai pas, ça a été difficile auparavant. Et donc après ça crée une sorte de cercle vicieux dans lequel la personne elle peut s'enfoncer petit à petit. Bien sûr. Alors, pour donner quelques éléments pour les auditeurs et auditrices sur les cas pour lesquels vous pouvez venir nous voir pour des sujets de troubles du sommeil, effectivement, après avoir vérifié avec votre médecin qu'il n'y a pas d'autres sujets, comme on disait, des causes d'ordre médical, que ce soit des traitements ou autres sujets. Ça peut être aussi bien parce que vous avez des difficultés d'endormissement que parce que vous vous réveillez la nuit et vous n'arrivez pas à vous rendormir,
Ça peut être aussi des cauchemars, des terreurs nocturnes. L'hypnose peut être aussi intéressante sur ces sujets-là. Est-ce que tu vois d'autres, je sais pas, types de sujets parfois que tu peux avoir en séance? Bon, tu as bien résumé, les principales raisons. Parfois aussi, l'hypnose peut parfois aider, je dis bien parfois, il y a sur, par exemple, le somnambulisme, ce genre Oui. de phénomène qui peut arriver aussi, ça peut accompagner. Ouais. Et donc, pour donner quelques éléments aux personnes qui n'auraient pas encore fait de séance d'hypnose et qui se demandent comment ça se passe, effectivement, il y a forcément une phase au départ de discussion et de questionnement pour comprendre la problématique. Est-ce que tu as quelques éléments que tu aimerais donner sur quelqu'un qui se demande un peu comment ça se passe, quoi, hein, qu'est-ce qu'on va me faire? C'est souvent en plus une question, d'ailleurs souvent il y a des personnes qui arrivent en séance et qui me disent: «Bon, bah, je suis un peu stressée, c'est la première fois que je fais de l'hypnose et je sais pas du tout comment ça fonctionne». Donc c'est vrai qu'on prend toujours le temps justement, d'expliquer, le déroulé de la séance. Donc justement, il y a cette première phase où on prend le temps d'aller, parler de la problématique, tout simplement peut-être depuis combien de temps ça dure. Est-ce qu'elle a remarqué est-ce qu'il y a des cycles? Il y a des moments donnés, il y a des personnes où ça va bien pendant un temps, puis à un autre moment, il y a des périodes où ça va plus. Par exemple, ce genre de questions. Ça peut être, tiens, à quelle fréquence? Est-ce qu'il y a des déclencheurs peut-être aussi extérieurs? Heu, Est-ce que c'est quand elle dort toute seule, accompagnée, par exemple? Donc on va les questionner pas mal, on prend le temps d'aller avoir un peu toutes les informations, puis de comprendre aussi ce qui se passe pour elle dans sa, sensorialité. Donc c'est-à-dire est-ce qu'elle, quand elle se sent, pas en train de s'endormir, est-ce qu'il y a des sensations plutôt corporelles? Est-ce qu'il y a des émotions qui viennent? Est-ce qu'il y a son imaginaire qui est en train aussi de projeter certaines choses? Ou est-ce qu'il y a aussi le dialogue interne qui s'active et qui est en train de où elle se parle à elle-même, elle se dit des choses? Aller un petit peu observer son mode de fonctionnement intérieur, parce que chacun, a une manière différente de fonctionner. Donc, on fait un petit peu l'état des lieux. Je dis un peu la photo de, tiens, la personne, là où elle en est. Et puis après, quand on a un petit peu les différents éléments, alors soit il y a déjà de l'hypnose qui, à un moment donné, va tout doucement, s'il y a une émotion, quelque chose qui se passe, au niveau de la personne, on va tranquillement y aller en douceur. Et puis des fois, on va prendre le temps d'aller, poser les choses aussi, d'aller, commencer à induire l'état avec elle, en lui expliquant les choses, en lui disant: «Tiens, on va aller faire telle et telle chose, est-ce que c'est OK?» Si ça l'est, hop, on va les tester, on va voir comment la personne réagit et on prend le temps d'approfondir petit à petit l'état, de sentir que la personne, justement, va pouvoir aller vers un état où elle se sent plus relaxée, détendue, qu'elle commence à se poser, qu'il y a un lieu, vraiment un espace intérieur où elle peut être bien, simplement découvrir cet état aussi, parce que l'hypnose, ça permet d'aller dans des états, vraiment agréables aussi, de détente. Ouais. Je confirme. Après qu'on a pris ce temps, là, d'aller dans cet état-là, agréable, d'approfondir, de relaxer, on passe après à la phase, plus de travail, d'aller, trouver les choses qui vont permettre de faire bouger en fonction, de ce qu'on a pu déterminer dans la première partie de qui pose problème, d'aller travailler un peu plus en profondeur. Puisque l'État favorise aussi ça, favorise plus d'ouverture à des ressources qu'on a en soi pour faire bouger les choses. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est un peu plus comme, j'ai envie de dire, fermé, bloqué. Et là, on a accès à plus de ressources, à plus d'outils dans cet état-là. Tout à fait. Et effectivement, et puis c'est bien sûr très important de se sentir en sécurité avec son thérapeute. La voix joue forcément. Donc quand on a une douce voix comme Laurie ou moi, ça aide. Même Et si comme la c'est pas la tienne. seule, voilà. Merci. Et puis alors souvent une question que les gens posent et c'est difficile d'y répondre, mais on peut donner une indication. Les gens se demandent combien de séances faut-il Mmh. pour que ça change? Excellente question. Alors moi personnellement, mais c'est ma pratique et après ça peut arriver que les gens ne viennent que pour une séance, mais moi je ne préconise pas ça bien sûr parce que je trouve que pour expérimenter des changements, ça me paraît un peu. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas en expérimenter, mais je trouve que c'est plus intéressant d'aller sur 2-3 séances minimum. Après c'est mon opinion personnelle. Je te rejoins aussi, complètement. C'est ce que je préconise pas non plus une seule séance et je l'annonce comme quoi, en général, il y en a besoin de plusieurs. Ouais. Après, il y a quelques personnes qui ont des changements en une seule, c'est génial, on en profite, c'est cool. Mais c'est vrai que pour un certain nombre de problématiques, il en faudra plusieurs pour pouvoir vraiment apprécier, les évolutions, les choses qui peuvent se travailler à la fois de fond et puis les petites choses après qui se font naturellement par elles-mêmes. Parce qu'il y a certaines choses qui ont aussi besoin simplement d'un petit peu de temps pour pouvoir aussi, décanter, et puis se mettre en place à l'intérieur de la personne.
Exactement. Et finalement, c'est des thérapies brèves, mais pas des thérapies rapides non plus. Donc, quand il y a des choses qui sont installées depuis longtemps, faire 3 à 5 séances, c'est pas non plus, on s'engage pas pour une psychothérapie qui dure des années. Mmh. Et en même temps, ça a du sens aussi pour voir ce qui bouge et pour ajuster, comme tu dis, peut-être aller sur des choses plus profondes. Exactement. Puis il y a un facteur qui peut parfois jouer, c'est en fonction de combien de temps on a la problématique. Si, je sais pas, le problème est installé depuis, 30 ans, mine de rien, ça fait quand même beaucoup d'années, donc il y a quand même beaucoup d'habitudes différentes qui ont été prises. Donc ça peut prendre aussi juste un petit peu plus de temps pour pouvoir stabiliser quelque chose d'autre, de différent et de le stabiliser dans le temps aussi. Parce qu'il y a l'idée de pouvoir, parfois changer, on peut le faire assez rapidement, mais il y a l'idée aussi de pouvoir le stabiliser dans la durée, dans quelque chose qui soit plus pérenne. Tout à fait. Donc, effectivement, on est d'accord. Donc, j'entends des gens qui me disent: «Ah j'ai fait une séance et ça a pas marché». Mmh. Bon, bref, sans commentaire, on a dit, voilà, ce qu'on avait, à dire. Vous avez des personnes qui vous promettent des choses, mais voilà, Oui, que ce soit un changement durable, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est intéressant d'avoir plusieurs séances quand même. Et puis, à un moment donné, vous sentez quand c'est bon pour vous d'arrêter ou pas, si vous avez envie de revenir à un autre moment. Enfin, voilà. Il y a des choses que vous allez sentir aussi, c'est vrai que là tu mets un point aussi important. Je trouve qu'il y a les gens ressentent les choses en fait et savent quand c'est OK ou quand ils ont besoin encore de continuer. On a le ressenti, intérieur qui est un bon indicateur. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur l'hypnose que j'aurais oubliée là, qui serait intéressante à déconstruire, des questions que tu entends souvent, qui tu te dis: «Il y a vraiment une incompréhension, est-ce que j'aurais oublié quelque chose d'important?» Puisque oui, il y a l'idée de rester, bloqué à l'intérieur, Mmh. de dormir et de pas se réveiller ou de faire des choses qu'on n'aurait pas envie, à la personne. C'est principalement celle-là qu'on a tendance à recevoir. Et puis, parfois, les gens demandent: «Mais l'inconscient, enfin, c'est quoi? Enfin, comment ça, l'inconscient? Enfin, vous faites appel à l'inconscient, c'est-à-dire? Enfin, qu'est-ce que c'est l'inconscient, le conscient?» Comment tu amènes la chose? Si gens je sais pas si les gens parfois te posent des questions autour de ça. Qu'est-ce qui travaille vraiment? Parce que je suis pas tout à fait consciente, en même temps, j'entends ce que vous me dites. L'inconscient, j'ai tendance à le définir comme la partie de nous qui gère tous les mécanismes, qu'on ne gère pas consciemment. En pilote automatique. Puis il y a plein d'autres choses déjà corporelles qu'on peut voir. On pense pas à respirer à chaque seconde, à chaque minute. C'est un peu l'enfer sinon. Notre rythme cardiaque. Moi, par exemple, j'adore parler avec les mains. Mes mains, elles bougent un peu dans tous les sens. J'y réfléchis pas non plus dans quelle direction la main va. Ça se fait tout seul, c'est inconscient. Donc, il y a tous ces mécanismes qu'on retrouve aussi parfois dans l'hypnose, dans des mouvements aussi qu'on peut sentir dans notre corps. Je sais pas, on peut sentir qu'il y a un mouvement d'un doigt, d'une main qui bouge, on veut dire, par lui-même dans cet état-là. C'est des mouvements automatiques, mouvements inconscients. Et puis après, on peut aussi remarquer dans ce qui peut se passer, par exemple, quand on dort la nuit, dans notre sommeil, il y a plein de mécanismes qui se font tout seuls. Par exemple, on conseille aux étudiants de bachoter le soir parce que la nuit, ça continue de travailler, de s'imprimer, de s'ancrer. Ça, on n'a pas besoin d'y réfléchir, ça se fait aussi tout seul. Il y a ces mécanismes-là à l'intérieur qui se qui se font simplement, naturellement. On le retrouve aussi à certains moments sur des choses un peu plus dans la gestion de nos émotions, la créativité aussi qui se fait dans ces états-là. Donc il y a toute cette partie-là qui se fait au niveau inconscient, qui donc, comme on parlait tout à l'heure, d'ouvrir des portes, d'avoir accès à plus de ressources. C'est ces états-là qui, dans un état d'hypnose, ça le permet d'ouvrir en fait, de Mmh. connaître parfois des choses qui sont un peu plus étriquées quand on est un peu plus, j'ai envie de dire, dans la partie plus consciente, la partie qui a tendance peut-être plus à être factuelle ou plus dans la vie de tous les jours. Ouais, et effectivement, certaines personnes qui vont être beaucoup dans l'auto-analyse peuvent avoir plus de mal aussi à lâcher prise. Il y a une histoire aussi un peu de lâcher prise et de détente qu'on s'autorise, d'expérience qu'on s'autorise à vivre. Complètement. Et évidemment, c'est comme tout, si ça ne vous appelle pas, ça ne vous parle pas, l'important c'est d'avoir aussi envie de tester, envie d'expérimenter. Ça jouera dans l'expérience que vous allez vivre aussi. Ouais, t'as tout à fait raison. Il y a vraiment la curiosité, l'envie qui est un gros facteur qui accompagne bien aussi. Si on y va à reculons et que ça ne parle pas, c'est pas la même approche. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des applis ou des vidéos d'auto-hypnose? Parce qu'il y en a beaucoup sur le sommeil, tu sais, il y a beaucoup de choses qui circulent. Il y en a beaucoup en effet. Je pense que ça va dépendre de chacun. Il y a certaines personnes pour qui ça va apporter une aide vraiment importante. Il y a des personnes qui font retour comme quoi ça les a aidés.
Et puis après, en fonction du sujet, de la problématique, une des problématiques, c'est que c'est pas forcément personnalisé. Donc ça va pas répondre forcément à la cause, à la raison pour laquelle la personne a des difficultés à s'endormir, par exemple. Alors qu'un travail, avec un thérapeute, avec un praticien, va permettre de pouvoir aller vraiment axer sur la problématique de la personne. Donc c'est là où, en fonction des personnalités, des profils, de la cause, de la raison pour laquelle la personne utilise ces audios, ça va pouvoir soit aider, soit être un petit peu accompagnant, mais pas résoudre le problème de fond. Exactement. C'est vrai que ça sera pas personnalisé, hein, donc forcément, ça peut aider ponctuellement. Comme des boîtes Morphée aussi. Enfin voilà, il y a des systèmes. L'avantage de systèmes comme la boîte Morphée, c'est qu'en plus vous n'avez pas l'écran. Vous pouvez le lancer, ça s'arrête. Voilà, des fois ça peut aider avant de dormir. Ça peut être des soutiens ponctuels. Et puis il y a tout un contexte aussi pour dormir. Tu parlais de sensorialité, de ce qu'on voit, de ce qu'on respire, de ce qu'on comment est-ce que l'environnement se prête aussi au sommeil. Complètement. C'est vrai qu'il y a quand même des facteurs aidants. Là, on parlait tout à l'heure des écrans. Il y a les études qui ont montré que les écrans ont tendance à activer un peu notre système et donc à moins faciliter le sommeil juste par lui-même. Donc il y a besoin d'avoir parfois un environnement plutôt apaisant, plutôt de détente. Mine de rien aussi, la température, par exemple, joue. On a plus de mal à s'endormir quand il fait chaud et quand notre corps est dans une température un petit peu élevée. C'est des petites choses qui favorisent ou justement qui défavorisent le sommeil. Complètement. Est-ce qu'on a du silence ou pas? Est-ce que ça nous gêne pour dormir? Est-ce que on préfère dormir dans le noir? Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça et parfois des solutions possibles autour de ça. Je fais un aparté sur les écrans. Il y a un très chouette podcast qui est sorti qui s'appelle Brancher tes branchés sur le lien pour les enfants, en fait, le rapport aux écrans, qui est plutôt tourné pour les parents. Donc s'il y a des parents qui passent par ici, et j'ai justement eu la chance de faire un épisode avec eux autour du sommeil et des écrans, et il y a plein d'autres sujets autour de ça, mais c'est vrai que c'est un peu la première génération qui essuie les plâtres dès l'enfance, donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et puis finalement, le sommeil, c'est aussi une affaire de rythme, de phase, dans un train avec plusieurs wagons, et d'ondes, de fréquences d'ondes cérébrales. Et c'est là que l'hypnose devient un allié puissant. Je sais pas si tu as envie d'en dire quelques mots là-dessus. Le fait que l'hypnose peut nous aider à descendre en ondes θ, comme dans les phases d'endormissement. Ce qui est, je pense, qui peut être intéressant aussi à savoir là sur la partie un peu plus, j'ai envie de dire théorique, c'est le fonctionnement du sommeil. C'est qu'on a des cycles de sommeil. En moyenne, ils sont autour de 90 minutes. Dans une nuit, on en fait, en fonction de chacun, entre 4 et 6. Et à la base, on a la première partie, c'est le sommeil léger. C'est entre la veille et le sommeil. On a le corps qui se relâche à ce moment-là. C'est un moment qui est vraiment aussi de transition, donc on peut se réveiller assez facilement, comme on peut aller tout doucement s'endormir. Après, on a le sommeil qui est profond, là où il y a le corps qui est totalement relâché. Là, c'est les ondes qui sont plus lentes, les ondes delta. Là, le réveil, il est plus difficile, mais c'est aussi le moment où on va aller vraiment, notre corps va récupérer. Il y a le côté où, au niveau du système immunitaire, ça aide. Et puis après, on a le sommeil paradoxal. Là, c'est la partie où on rêve. Et là, c'est la partie où il y a la gestion, le traitement des émotions, le travail sur la mémoire, la créativité. Les mouvements oculaires qui aident à décoder et qu'on a utilisé en EMDR, qui aident à décoder les événements de la journée, justement. Ouais, exactement. Qui se produisent pendant ce moment-là. Et il y a l'entrée dans le sommeil, donc le démarrage, il est facilité par notre rythme biologique naturel. Il y a des moments donnés où, justement, on peut déjà le sentir, notre corps qui a tendance à... Les moments où on est devant l'écran, enfin justement devant un film et qu'on a les yeux qui commencent à tomber, il y a notre corps qui est en train de nous indiquer que là il y a le sommeil qui est en train de venir. Et puis l'hypnose peut intervenir puisqu'on retrouve déjà dans l'hypnose en elle-même cette sensation de commencer à retrouver un côté un peu de sommeil, et on peut travailler sur comment c'est quoi l'état de sommeil que la personne a qui est idéal pour elle. Est-ce qu'elle a la sensation que justement c'est le corps qui se relâche, le corps qui a tendance à s'enfoncer par exemple dans le matelas, la sensation peut-être que les pensées se posent, ralentissent. Il y a par exemple des personnes aussi, un chouette outil, c'est d'imaginer par exemple qu'on dépose nos pensées dans un tiroir. On va fermer ce tiroir et avec vraiment l'intention de le fermer et de se dire tiens, là je dépose toutes mes pensées. Je pourrais le rouvrir demain ce tiroir, mais là c'est pas le moment.
C'est vraiment le moment de je vais me reposer, quoi. J'aime bien aussi l'image de un peu, on apprend au cerveau à ralentir comme on ralentit pour entrer en gare, quoi. Sauf que la gare, c'est la gare du sommeil. Ouais. Très belle image, ouais, aussi, ouais. Et donc effectivement, il y a une histoire d'ondes. On passe d'une onde bêta à l'éveil, aux ondes alpha, theta, delta. Et l'idée, c'est que l'hypnose, elle agit aussi comme un entraînement naturel pour reproduire des fréquences cérébrales qui sont similaires à un sommeil léger ou un état de semi-éveil et aider à s'endormir. Et puis il y a vraiment l'accompagnement. Donc là, ça va être souvent en hypnose, on propose des choses, puis la personne va choisir aussi ce qui lui correspond pour justement s'imaginer que là tu parlais de la gare, il y a le tiroir, ça s'adapte. Après, il y a des personnes où il y a aussi la créativité de chacun. Il y en a d'autres qui vont proposer naturellement d'autres choses qui vont naturellement venir à leur esprit. Et puis à travers ça, ça permet d'aller créer quelque chose qui lui correspond, qui lui convient et qui va être vraiment adapté à son mode de fonctionnement. Très bien. Et est-ce qu'il y a des rituels ou des exercices ou des choses que tu proposes entre les séances pour le sommeil parfois qui peuvent être en complément? On parlait de l'auto-hypnose tout à l'heure pour continuer à amplifier les effets, pour continuer à travailler sur le sujet. Là, ça va être vraiment en fonction de chacun, de la cause, de l'origine. On peut travailler en effet avec des exercices d'auto-hypnose. Parfois, ça va être des exercices de respiration qui peuvent vraiment aussi accompagner. On a cohérence cardiaque, par exemple. Tout à fait. Fabuleuse cohérence cardiaque. Et puis, il y en a certains où ça va être, retrouver ce qu'ils ont pu créer en hypnose pendant la séance. Il y en a qui vont avoir la sensation d'aller justement reconnecter un peu à leur corps pour l'autoriser à se relâcher quand ils sont dans le lit, par exemple. Ou par exemple, s'imaginer, je sais pas, ça peut être une vague douce qui traverse le corps, le fameux tiroir, la gare que tu proposais. D'imaginer un lieu aussi où ils sont, par exemple, un lieu qui représente leur lieu de sommeil, donc, comme on parlait juste avant. Donc, ce genre de choses qu'on a pu créer dans la séance certaines personnes vont s'y reconnecter aussi assez facilement, assez naturellement pour s'aider à s'endormir. Donc l'idée aujourd'hui, c'est un petit peu de vous expliquer comment se déroule une séance d'hypnose, de répondre un peu aux idées reçues qu'on entend beaucoup très souvent, et puis qu'on a nous-mêmes pu avoir avant de connaître l'hypnose d'ailleurs. Et puis aussi de faire ce lien avec le sommeil, avec ces ondes, avec cette capacité de notre cerveau à imaginer. On part du principe en thérapie brève aussi que le cerveau est plastique, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas figé dans vos situations de blocage. J'aime bien faire le lien avec la peur, parce que finalement, souvent derrière tout ça, il y a des peurs. Alors, des peurs soit qui peuvent nous empêcher de dormir, des peurs qui peuvent nous stresser quand on arrive en séance. Est-ce que toi, Laurie, tu as des peurs que tu as pu dépasser, peut-être grâce à l'hypnose d'ailleurs, ou d'autres que tu aimerais encore dépasser? Il y en a plusieurs. J'ai travaillé avec l'hypnose comme outil pour moi-même sur plusieurs choses. Il y a eu la peur de l'échec que j'ai eu pendant un temps, il y a longtemps, mais qui m'a accompagnée. J'ai travaillé mais sur différents sujets, hein. Il y avait un deuil que j'avais pas fait par le passé, sur l'estime de moi et sur l'affirmation aussi de mes limites. L'hypnose m'a beaucoup aidée sur ces différents sujets. Très bien. Et si tu devais voir un autre secret de Polichinelle abordé dans un prochain épisode, qu'est-ce que ce serait? Peut-être que ça pourrait être intéressant de se poser la question de comment reconnecter à soi pour développer ou améliorer les sensations un peu de, je sais pas, de joie, d'optimisme, malgré ça peut être la charge mentale qu'on peut avoir ou les actualités. Oui, chaotique, anxiogène. Oui, tout à fait. On en a besoin. On peut en avoir besoin. Je suis curieuse aussi de l'outil de l'EFT. Ouais. Peut-être via cet outil, par exemple. Ça tombe bien, j'ai préparé un épisode sur ce sujet. Avec une autre Laetitia qui est super et qui est justement spécialiste de cette technique. Donc oui, ça peut être un très bon outil qu'on peut utiliser au quotidien, apprendre à utiliser au quotidien, donc complémentaire et qui est intéressant pour se reconnecter à soi, tout comme l'hypnose peut l'être aussi. Parce que c'est vrai que dans nos vies modernes, avec tout le stress, les injonctions, comme tu dis, le contexte aussi sociétal, environnemental, etc. Finalement, on peut se retrouver assez déconnecté, plus les écrans, déconnecté de soi, déconnecté de notre corps, de nos sensations.
Et c'est vrai que ça aide grandement à retrouver cet ancrage, à se retrouver davantage dans le moment présent et pouvoir vivre sa vie, vivre ses émotions pendant ce temps qui passe de plus en plus vite au fil des années. Donc, comment est-ce qu'on en fait, on en tire profit, on en retire ce qu'on a envie d'en retirer aussi. Donc, très bonne idée de sujet. Eh ben, j'ai hâte d'écouter l'épisode. Si on veut te suivre, Laurie, je mettrai les liens en description. Tu as un site web, je sais que tu es assez active, tu publies régulièrement des articles. Donc effectivement, Laurie, comme moi, vous l'avez bien compris, aussi, on fait aussi de l'hypnose et de l'hypnose ericksonienne, comme on l'appelle dans le jargon aussi notamment. Et donc pas de l'hypnose de spectacle, c'est pas le but. Et donc effectivement, donc moi je reçois plutôt dans le premier et toi tu es dans le 20e si je ne me trompe pas, c'est bien Oui, ça? c'est ça, vers Jourdain. Tu es dans le 20e, donc voilà, selon que vous êtes situé à Paris, ça peut aussi vous rendre service. Et puis toutes les deux, on reçoit aussi en visio, bien évidemment, pour les personnes qui le souhaitent. Donc tu as un site web que je vais remettre en description qui est Laurie, redis-moi le nom. Alors c'est hypnose, le tiré-du-6, Paris-du-620.com. Parfait. Et tu as d'autres endroits où tu es active ou c'est principalement le site web? Le site web, je suis un peu présente aussi sur les réseaux classiques, Instagram, LinkedIn. Ça marche. Merci beaucoup, Laurie. Eh ben, plaisir. Merci, Laetitia. Vraiment très chouette d'avoir pu avoir ce temps pour parler de tout ça. Plaisir partagé. On avait fait un épisode il y a bien longtemps, qui date un peu. Et là, je trouve que c'était intéressant de le refaire à la lumière de ce sujet de prédilection qui est le sommeil. Et je trouve que l'hypnose était une technique comme tout à fait indiquée. Bah, je te remercie grandement. Et merci pour l'invitation. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Secret de Polichinelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec tes proches, avec ton entourage, à mettre aussi un avis 5 étoiles ou même à me laisser un commentaire. Et puis si tu as envie d'en savoir plus sur les actualités autour du podcast, ton activité de thérapeute, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la bio et également sur mon compte Instagram où tu peux également me suivre qui s'appelle laetitia.thérapie_podcast. À bientôt!